Jugé co-responsable d'un accident qui avait provoqué la mort de 3 enfants, un transporteur routier condamné à 12 mois de prison ferme, 1 an de prison ferme pour le chauffeur. La grève des transports en commun touche encore une douzaine de villes en province. Philippe Vasseur présente les grandes lignes de la loi d'orientation agricole. Objectif prioritaire, la qualité des produits. En Serbie, le Parlement reconnaît officiellement la victoire de l'opposition au municipal. Madame, Monsieur, bonsoir. À Nevers, le tribunal correctionnel a donc condamné aujourd'hui à 18 mois de prison ferme un transporteur routier jugé co-responsable d'un accident qui avait provoqué la mort de 3 enfants. Le chauffeur qui s'était endormi au volant a lui été condamné à 1 an de prison ferme. Sur place, Valérie Hermite, Patrick Deschmaker. En fin d'audience, effondré, le chauffeur et son patron demandent pardon aux familles. Un silence puis un murmure. Les familles viennent de répondre « merci ». Accablé, le patron l'aura été durant tout le procès. Pour le procureur, même s'il ne conduisait pas le camion le jour de l'accident, c'est lui qui en est le plus grand responsable. Les disques trafiqués par son chauffeur, c'était sa volonté. Les cadences infernales et hors la loi, c'est lui qui les imposait. Le procureur requiert contre lui une peine exemplaire, 5 ans de prison dont 2 ans et demi ferme. Le tribunal adoucira cette peine en le condamnant à 3 ans, dont 18 mois ferme. Ces anomalies ne pouvaient pas continuer, qu'il fallait y mettre un terme, et je crois que c'est le message du tribunal. Le message, il est donné au travers de M. Paul, et je peux le regretter parce que je le défendais, mais je crois que le message, je l'avoue, il était nécessaire. 1 an et demi de prison ferme pour le patron, 1 an seulement pour son chauffeur, auteur de l'accident qui s'était assoupi, épuisé après 14 heures de conduite non-stop. Une première peut-être en la matière et un message très clair du tribunal, entendu par tous. C'est un message, il est à l'encontre d'abord des employeurs, puis ensuite quelque part au pouvoir public. Que les pouvoirs publics prennent en compte quand même le danger qu'il y a de voir circuler sur les routes des poids lourds dont les chauffeurs conduisent depuis des dizaines d'heures. En ce qui concerne la prévention routière, il y aura quelque chose d'apporté, mais quelque chose de solide. Ça ne sera pas, j'espère, des on-dit. Tous ces transporteurs frauduleux-là, il n'en faudra plus, absolument plus. Il faudra laisser la place aux bons, aux meilleurs. Un procès un peu hors du commun et un jugement qui fera peut-être date dans le monde du transport routier. En effet, même s'il y a eu quelques précédents, en France, ce jugement est aussi sévère qu'exemplaire. Pour la Fédération FO des transports, cette condamnation, je cite, est une leçon à tous les patrons. La Fédération nationale des transporteurs routiers met, elle, en cause les sociétés donneuses d'ordre. Le point des réactions, Luc Bazizin. La condamnation du chauffeur routier et de son patron suscite de vives réactions chez les professionnels. Ici à Toulouse, les salariés semblent majoritairement satisfaits de la peine infligée aux responsables de l'entreprise de transport. Au moins les gens comprendront que les patrons sont concernés plus que les chauffeurs, si c'est pas autant quoi. C'est normal que le chauffeur soit puni s'il a falsifié ses disques, c'est sûr, mais le patron était responsable. Est-ce que le patron est assez puni, c'est ça? Si on veut garder notre emploi, de temps en temps on est amené à trafiquer les disques. C'est le donneur d'ordre, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui oblige à faire ça, ça fait que le chauffeur est obligé de le faire, autrement c'est sa place qui est en jeu. Pas suffisant pour le patron. Et bon, pour le chauffeur, c'est dommage pour lui, mais enfin, il aurait dû refuser de continuer, quoi. Comme on fait tous, quand on nous demande de pousser, on arrête, moi j'arrête et c'est tout. Du côté des patrons de transport routier, on parle plus d'hypocrisie de la part de certains donneurs d'ordre qui exigent toujours plus de rapidité et pratiquent des prix abusivement bas. Il y a de mauvais clients, il y a de mauvais transporteurs, il y a de mauvais destinataires. Lorsqu'il y a de mauvais donneurs d'ordre et lorsqu'il y a de mauvais destinataires, les conditions d'exécution des transports sont extrêmement difficiles. Et il faut ouvrir les yeux et ne pas les ouvrir que lorsque les drames se produisent. Et pourtant, c'est encore un drame qui aura donné l'occasion de réfléchir à la sécurité des transports routiers face à la rentabilité. La grève des transports en commun touche encore une douzaine de villes de province après quasiment une semaine de conflit. Les bus sont à nouveau restés au dépôt à Lille, Reims, Le Mans, Clermont-Ferrand, Nîmes, Toulouse, Nice, Cannes, Sète et Toulon. En revanche, reprise du travail à Évreux et situation mouvante ce soir à Marseille où syndicats et direction ont fini par trouver un protocole d'accord. Si l'on en croit une sorte de hit-parade dressée par l'Association internationale des pilotes de ligne, l'aéroport de Nice est considéré comme l'un des plus difficiles d'accès en Europe, pour ne pas dire dangereux. Cet aéroport est le 2e de France, avec un trafic annuel de quelques 6 600 000 passagers. Reportage Yasmina Farber, Didier Beaumont.
Depuis le début de l'année, l'aéroport de Nice impose une nouvelle procédure d'atterrissage, une procédure que le syndicat des pilotes de ligne considère comme dangereuse. La pression qu'ont mis les riverains pour éviter le survol du Cap d'Antibes a amené l'administration à choisir une procédure qui nous amène face à la montagne pour faire un dernier virage qu'on amène face à la piste au dernier moment. Les pilotes regrettent l'ancienne procédure où l'avion survole Antibes et va tout droit. Aujourd'hui, pour éviter les nuisances sonores, ils contournent le Cap d'Antibes, s'orientent vers la balise de Cagnes-sur-Mer et réalisent 2 virages avant de se poser sur les pistes. Bienvenue à bord d'un Cessna 421 pour mieux comprendre les opérations. Version numéro 1, l'appareil vole au-dessus des habitations, il peut se mettre en pilotage automatique. Version numéro 2, l'avion évite le cap et doit effectuer ses fameux virages en mer, une navigation aux instruments. Un gros avion tourne à un taux de virage plus faible, donc le virage va lui prendre un tout petit peu plus de temps afin d'éviter de trop s'incliner pour le confort des passagers, mais d'une manière générale, ça ne dépasse pas 1 minute. Les contrôleurs ont un peu plus de travail, ils le font, les pilotes aussi, et je dirais si chacun met un peu du sien, on arrive à avoir un développement harmonieux entre une infrastructure aéroportuaire qui pose forcément quelques nuisances, et puis son environnement. Perte de temps, de kérosène, pilotage plus délicat, l'aviation civile souligne malgré tout que la procédure qui vaut l'étoile noire à l'aéroport de Nice n'est utilisée qu'en cas de beau temps. Aujourd'hui, avec cette petite brume, beaucoup d'avions ont encore survolé Antibes. Pour en savoir plus, le ministre des Transports, Bernard Ponce, a demandé ce soir à la Direction générale de l'aviation civile d'évaluer très précisément les difficultés d'atterrissage à Nice. Conformément au contrat d'entreprise qui vient d'être signé entre l'État et EDF, le prix de l'électricité va baisser de 14% en 4 ans, avec une première diminution de 6% le 15 avril. Une baisse qui va d'abord bénéficier aux artisans, petits commerçants et PME. Précision Jean-Paul Chapelle. L'électricité provoque quelques phénomènes bien étranges et spectaculaires. C'est ce qu'on peut voir tous les jours, ici au Palais de la Découverte. Mais sur votre facture EDF, le plus surprenant risque de se produire au mois d'avril. Électricité de France promet une baisse des tarifs de 6%. Le miracle. Oui, bon, j'y crois pas trop. On nous annonce souvent des tarifs réduits, puis en fin de compte, quand on voit le bas de la facture, c'est le contraire. Hein. Vous faites baisser le coût du kilowattheure, mais vous augmentez l'abonnement. C'est pas ça ? Ce n'est pas cela a priori, mais EDF doit se préparer à la concurrence internationale et se plier aux règles du marché. La moyenne cache donc une situation contrastée. La baisse des tarifs devrait être plus importante pour les industriels que pour les particuliers. Nous allons modifier la structure de nos tarifs. Par exemple, des tarifs en heure de pointe, en hiver notamment, sont trop élevés, donc il faudra les baisser plus que les tarifs en été. Mais vous savez, ça représente quand même une baisse sur 4 ans de 56 milliards de francs. C'est une somme tout à fait considérable. Ça signifie que c'est autant de pouvoir d'achat en plus pour les ménages et de compétitivité en plus pour les entreprises. Électricité de France a de la marge pour baisser ses prix. L'entreprise a gagné l'an dernier 7 milliards de francs, des bénéfices récupérés pour l'essentiel par l'État. Le gouvernement a confirmé aujourd'hui l'augmentation des salaires dans la fonction publique, hausse de 2,14% en moyenne sur cette année 97, en tenant compte de toutes les augmentations automatiques. Première étape, un demi-point dès le 1er mars, augmentation décidée par décret, faute d'accord avec les syndicats. Le ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur, a présenté aujourd'hui les grandes lignes de la loi d'orientation agricole, un texte important puisqu'il va définir les priorités pour l'agriculture dans les 20 prochaines années. La première loi identique date des années 60. À l'époque, les mots d'ordre étaient productivité et rentabilité. Désormais, on prend davantage en compte les préoccupations écologiques. Sébastien Guibert. 1960. La France rurale va passer en quelques années de la charrue au tracteur. Une véritable révolution permise par la loi d'orientation agricole. Mécanisation, concentration des terres, agrandissement des exploitations pour produire toujours plus. L'agriculture française devient la plus performante d'Europe, l'une des meilleures du monde. Les exportations rapportent chaque année des milliards de francs. Mais ce progrès productiviste provoque aussi ses propres crises. Moins d'agriculteurs pour produire davantage, d'où surproduction et surendettement des exploitations. Et la crise de la vache folle a souligné les lacunes sanitaires et les faiblesses du secteur agricole. Le gouvernement envisage donc une agriculture fondée sur l'idée de qualité. Transformer les exploitations en véritables entreprises capables de créer des emplois et surtout de produire sans polluer.
soucis écologiques et sécurité alimentaire. Le nouveau projet de loi prévoit notamment la création d'un institut de contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs. Devant le Conseil des ministres ce matin, Jacques Chirac a affirmé qu'il fallait tout particulièrement mettre l'accent sur la référence de qualité. Même préoccupation pour Luc Guyot, le président de la FNSEA, pour qui cette loi d'orientation est l'occasion pour les agriculteurs de s'engager à produire des aliments de qualité. Reportage en Bretagne, Jérôme Laurent, Gabriel Camilla. Michel Bouvet est éleveur de génisses à Mouillante, à Livray-sur-Changeon, en Ille-et-Vilaine. Avant lui, son père et son grand-père tenaient l'exploitation et il n'a pas attendu la nouvelle loi d'orientation agricole pour prendre des initiatives. Son étable, il l'a construite en bois pour qu'elle s'insère dans l'environnement. Ses eaux usées sont recyclées et ses bêtes bénéficient d'un espace très confortable. Pour Michel Bouvet, c'est le prix à payer pour une production de qualité. Je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs sont demandeurs de produits de qualité. Ce ne sont pas forcément des produits bio, au contraire, ce sont des produits qui sont faits de façon, tout à fait respectueuse au niveau de la santé des animaux, au niveau de la santé humaine aussi. Et je crois que cette volonté-là, aujourd'hui, elle avance petit à petit. Il y a 20 ans, lorsque son père travaillait, la qualité était certes obligatoire, mais dictée par des règlements stricts d'hygiène. Aujourd'hui, la qualité est non seulement toujours obligatoire, mais en plus elle devient une philosophie de production. Compétitivité et protection de l'environnement peuvent aller de pair. Pour Michel Bouvet, c'est un état d'esprit dans lequel il a trouvé un certain équilibre de vie. Quand on regarde un petit peu les 20 dernières années, les gens se sont occupés notamment à développer leur outil de travail, au détriment parfois d'une certaine qualité de vie, alors qu'aujourd'hui on aurait plutôt tendance, où c'est une volonté générale, d'essayer d'améliorer sans cesse notre outil de travail, tout en préservant à côté notre équilibre familial, ne serait-ce qu'en prenant des vacances. Je crois que c'est quelque chose d'important aujourd'hui. En finir avec des années de productivité n'est pas une mince affaire, surtout en Bretagne. Tout récemment, 3 éleveurs de porcs ont été assignés devant un tribunal pour extension illégale d'élevage. Changer les mentalités prendra certainement quelques années. Alain Juppé a annoncé aujourd'hui qu'il refusait d'autoriser la mise en culture en France des semences de maïs transgéniques. Une technique qui fait depuis plusieurs mois maintenant l'objet d'un débat acharné entre les producteurs soucieux de rentabilité et les associations de consommateurs échaudées par la crise de la vache folle. Reportage Anne Poncinet, Marc Savignon. Et voilà la bête. C'est pour résister à cette chenille, la pyrale, qu'on a imaginé le maïs transgénique. Il a été mis au point par la firme Ciba-Geigy. Ces chercheurs ont pris du maïs normal et lui ont rajouté plusieurs gènes. Résultat, il est plus facile à désherber et surtout, il produit lui-même une substance qui éloigne la chenille. En 1994, la France demande à la Commission européenne l'autorisation de mise en culture de ce maïs transgénique. Autorisation délivrée en décembre dernier. Mais aujourd'hui, revirement. Corinne Lepage, ministre de l'Environnement, demande et obtient du gouvernement l'interdiction de la culture en France de ce maïs transgénique. Une volte-face au nom du principe de précaution, car les techniques transgéniques font peur. Malgré les assurances des scientifiques, après l'affaire de la vache folle qui n'a pourtant rien à voir, certains estiment que ces nouvelles manipulations de la nature sont de trop. Les agriculteurs français, eux, ne sont guère satisfaits de la décision gouvernementale. Car si le maïs transgénique leur est interdit, son importation reste autorisée. On autorise l'importation de maïs transgénique et on interdit aux producteurs français de produire ces mêmes maïs. Ce que nous demandons, nous, c'est l'égalité. Ou on interdit tout, ou on autorise tout, mais pas l'un et l'autre, en mettant les agriculteurs français dans une situation de concurrence déloyale. Car à terme, le maïs transgénique obtient de meilleurs rendements. Il coûtera donc moins cher à produire. L'avantage de prix reviendra donc aux producteurs de transgéniques, les Américains. Cote de confiance en nette hausse pour Jacques Chirac et Alain Juppé, selon un sondage IFOP à apparaître dans l'Express. Le président de la République est en effet crédité de 47% de bonnes opinions, plus 3, et le Premier ministre Alain Juppé recueille 40% d'opinions favorables, soit une progression de 9 points. En Serbie, Slobodan Milosevic a finalement cédé aux pressions de la rue et de la communauté internationale. Après 12 semaines de manifestations ininterrompues, l'opposition a en effet vu sa victoire au municipal de novembre dernier, reconnue officiellement par le Parlement de Belgrade. Cependant, l'opposition ne veut pas en rester là, elle accentue sa pression sur le régime. Stéphane Magnier. Il a fallu près de 3 mois pour en arriver là.
à cette minute précise où le Parlement serbe vote la loi reconnaissant la victoire de l'opposition dans 14 municipalités, dont la capitale Belgrade. Jamais le vote d'une loi n'avait été nécessaire dans aucun pays pour valider une élection. Et cela n'a pas été sans arrière-pensée. Le Premier ministre serbe, juste avant de voter oui, a accusé l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force. Alors, si le pire a été évité, chaque parti continue de se méfier l'une de l'autre. Les étudiants sont retournés manifester dans la rue aujourd'hui pour s'assurer que la loi sera bien appliquée, que les prérogatives des conseils municipaux seront maintenues et pour obtenir le départ du recteur de l'université de Belgrade. L'opposition exige plus de démocratie, la libéralisation des médias, l'arrestation des profiteurs de guerre et le paiement des salaires. Y parviendra-t-elle? C'est loin d'être sûr. Il y a moins de manifestants dans les rues et les deux principaux partis d'opposition se disputent déjà pour savoir qui, aux prochaines présidentielles, affrontera le redoutable Milosevic. Scène de liesse hier soir à Ramallah en Cisjordanie avec le retour de 26 femmes détenues dans une prison de Tel Aviv. Libération promise en 1995 à Yasser Arafat par les dirigeants israéliens et qui avait été reportée plusieurs fois à la suite de l'arrivée au pouvoir à Jérusalem de Benjamin Netanyahou. En France, les suites du sommet pour l'emploi des jeunes de lundi. La formation en alternance sera développée par les entreprises. Le CNPF s'étant engagé à l'accueil de 70 000 stagiaires supplémentaires. D'autre part, 2 formules ont été mises au point pour remplacer la possibilité pour les appelés du contingent d'effectuer leur service dans une entreprise à l'étranger et les contrats d'expatriation seront encouragés. Nos correspondants à Pékin, Isabelle Bechler et Tristan Lebras, ont rencontré l'un de ces jeunes Français partis chercher fortune à l'étranger. Une résidence hôtelière dans l'ouest de Pékin avec petit déjeuner occidental pour bien attaquer la journée. Emmanuel Leroy déjeune avec d'autres coopérants ou jeunes expatriés logés là par leur employeur français. Alors où est-ce que tu vas pour le nouvel an chinois? Lui est à Pékin depuis bientôt 2 ans. D'abord 16 mois de service militaire comme coopérant en entreprise chez Rhône Poulenc et désormais un contrat à durée déterminée pour mener à bien le projet qu'on lui a assigné, soit 6 mois supplémentaires de Chine. C'est sympa, j'aime beaucoup, on va prendre le bus le matin, on passe là, c'est génial ce qui se passe sur les trottoirs. Il a fallu apprivoiser Pékin et des rudiments de chinois pour se forger un quotidien vivable en dehors des petits cercles d'expatriés. Pas facile non plus de trouver des agréments à une ville souvent austère, loin de sa famille et de ses repères occidentaux, quand on n'a qu'une vingtaine d'années. Voilà votre téléphone. Merci. On va voir si ça marche. À son arrivée, Emmanuel, informaticien spécialisé télécom, a été chargé des investissements et de la maintenance des communications de Rhône Poulenc Chine. Il n'avait que 24 ans. Ça bosse tout seul, c'est seul des machines. Depuis que l'entreprise a mieux fait connaissance avec lui, on lui a confié en plus l'architecture télécom et le suivi du câblage du futur siège pékinois de Rhône Poulenc, un site prévu pour 150 salariés. Responsabilité et terrain, que demander de plus pour une première expérience, alors qu'en France c'est si difficile de décrocher un simple stage. C'est une responsabilité que j'ai la chance d'avoir ici, qui est très intéressante, qui est passionnante et qui je pense, sera une expérience importante. Mais en France, on n'a pas, à mon âge, des responsabilités de ce type. C'est un double pari pour l'entreprise qui doit recruter ses coopérants avec autant de soin que tout autre cadre, et pour le coopérant qui, à part une solide formation technique ou universitaire, doit faire preuve d'une volonté et d'une capacité d'adaptation peu commune. À son retour en France dans quelques semaines, il y a fort à parier que la porte de Rhône Poulenc ne sera pas fermée à Emmanuel Leroy. Dans une tribune libre publiée hier par le journal Le Monde, une 60aine de cinéastes appellent les Français à désobéir aux lois sur l'immigration et plus précisément à l'obligation qui pourrait être faite aux particuliers de déclarer l'arrivée ou le départ d'un étranger chez eux. Cet appel à la désobéissance civile a été qualifié d'inadmissible par Jacques Toubon, alors que la socialiste Martine Aubry se réjouissait au contraire, je cite, de voir des intellectuels s'opposer à une loi inique. Le point de la polémique, Olivier Caroff.
Ce cinéma d'arrêt d'essai parisien s'est transformé pour quelques heures en temple de la contestation des lois sur l'immigration. Une cinquantaine de jeunes réalisateurs ont officiellement demandé leur mise en examen pour avoir hébergé des étrangers en situation irrégulière. Il y a une semaine, un tribunal avait retenu ce motif pour condamner une jeune femme. Pourquoi ça tombe sur elle? Parce que la loi est naze, tout le monde le sait, tous les juristes savent qu'elle est naze. Pas être auxiliaire de police à vérifier les papiers des gens qui viennent chez soi. Notre métier c'est de dire aux gens ouvrez les yeux, notre métier c'est d'ouvrir les yeux sur des choses et de faire réagir les gens, et chacun réagit à sa façon. Et certains de leurs aînés n'ont pas tardé à réagir, comme Claude Miller ou Bertrand Tavernier. Très bien. Quand ils me l'ont envoyé, je me suis dit que je devais vieillir parce que j'aurais adoré avoir cette idée. Je trouve que c'est une idée magnifique que de dire, quand une loi est crapuleuse, nous désobéissons à cette loi. Je n'ai pas fait cette loi. Principale cible, le projet de loi de Jean-Louis Debré. Récemment discuté au Sénat, il doit revenir bientôt devant les députés. Il prévoit l'obligation de signaler à sa mairie la présence d'un étranger invité chez soi. Une loi pas encore en vigueur, mais face à la fronde des cinéastes, le gouvernement n'est pas intimidé. Dans un état de droit, tous les citoyens sont tenus de respecter toutes les lois. Pas intimidé non plus, Éric Raoult, le ministre de la Ville, a écrit à chacun des réalisateurs signataires pour lui conseiller un quartier difficile où se faire héberger pendant quelques semaines. Une polémique de plus entre politique et cinéma, deux mondes pour lesquels il devient difficile de trouver le moindre air de famille. Le ministère des Affaires sociales a confirmé une information parue ce matin dans le quotidien Les Échos. Une prime de départ pouvant aller jusqu'à 258 000 francs par an sera proposée aux médecins libéraux âgés d'au moins 56 ans et qui ferment définitivement leur cabinet. Reportage Agnès Molinier, Maryse Richard. Ce geste, Guy Dupré le connaît bien. Ça fait 30 ans qu'il est médecin généraliste en Seine-et-Marne. Il a toujours souhaité partir en retraite avant 65 ans, l'âge légal pour les médecins. À 59 ans, il n'attendait plus qu'une chose, le décret instaurant la pré-retraite à 56 ans. Ça fait un petit bout de temps, je me dis que j'ai fait le tour de la question, et comme j'ai d'autres fonctions à côté, syndicales, dans la formation continue, dans la formation des étudiants, bon, je voudrais m'y consacrer plus et puis changer un petit peu mon fusil d'épaule. Les médecins candidats à la pré-retraite percevront jusqu'à l'âge de 60 ans une allocation pouvant aller jusqu'à 258 000 francs par an, financée aux 2/3 par la Sécu, le reste par la profession. Le but de cette mesure, prévue dans le cadre du plan Juppé, est de diminuer le nombre de médecins. Là, il est certain qu'on traverse une phase où il y a pléthore de médecins, ça va durer encore quelques années, et que le gouvernement a décidé d'inciter les plus âgés à partir pour faire un peu de place et pour que les prescriptions diminuent. Ça vous paraît normal, ça? Moi, ça me paraît bien, à partir du moment où c'est un choix, ça n'est pas du tout une obligation. Certains syndicats de médecins, surtout chez les spécialistes, demandaient une allocation plus élevée, de l'ordre de 600 000 francs par an. Le gouvernement espère que la mesure sera quand même suffisamment incitative pour entraîner le départ de 2000 médecins par an. Pour Guy Dupré, c'est sûr, il quittera son cabinet le 31 mars prochain. Alors que certains se battent actuellement pour obtenir la retraite à 55 ans, d'autres exigent de travailler jusqu'à au moins 68 ans. C'est le cas de certains chercheurs qui réclament énergiquement l'abrogation d'une loi votée en décembre dernier qui leur impose de partir à la retraite à 65 ans. Reportage Jean-Daniel Flézaquier, François Granier. Ce matin, Luc Montagny était en colère et avec lui une centaine de ses collègues, des chercheurs sexagénaires que les grands organismes de recherche, CNRS, INSERM et INRA, ont décidé de mettre à la retraite à 65 ans. Eux voulaient continuer jusqu'à 68 ans, mais une loi votée en décembre a tout changé. Parmi les chercheurs concernés, Armand Tavitian. C'est un spécialiste mondialement reconnu dans la recherche sur le cancer. Il avait prévu de passer la main dans quelques années à son successeur, le docteur de Gainsbourg, après une période de transition. Mais l'INSERM ne l'entend pas du tout ainsi. Le 27 janvier, elle écrit au docteur Tavitian qu'il avait prévu de rester en activité jusqu'au 31 août 2000. La loi de décembre modifie ses dispositions. Il devra donc partir le 31 août 1997. Envoyée sans autre forme de procès, cette lettre a quelque peu retourné le chercheur concerné. Bon, ben, c'est pas humain du tout, quoi. C'est la machine administrative. 35, on est passé à la recherche, je sais pas, à 39 heures par semaine, avec des samedis, des dimanches, avec... bon, vraiment, c'était une vocation, c'était bon, se donner à fond, parce que la compétition internationale est difficile, parce qu'on se prend au jeu.
Les 3 laboratoires du docteur Tavikian pourront continuer à travailler sans lui, même si certains contrats internationaux risquent de ne pas être honorés. Mais nombre de chercheurs n'ont pas pu ou n'ont pas voulu penser à leur succession. Alors les organismes de recherche pensent qu'il est grand temps de promouvoir des chercheurs un peu plus jeunes. Comment voulez-vous que les jeunes se forment? Et quand je parle des jeunes, là je suis en train de parler de la catégorie 40-50 ans, qui doivent se coller aux responsabilités. Il faut aussi que ceux qui assument ces responsabilités leur laissent la place. Les chercheurs mis en retraite pourront rester dans leur laboratoire, mais ils n'en seront plus les patrons. À Lourdes, on célèbre cette semaine l'anniversaire de l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous. Chaque année, environ 5 millions de catholiques viennent à Lourdes en pèlerinage pour prier bien sûr, mais aussi pour certains malades dans l'attente d'une guérison miraculeuse. On recense à ce jour environ 5000 demandes d'authentification de miracles. Ce succès, avec tous ces à côté marchands du temple, c'est le thème ce soir de notre enquête menée par Jacques Cardoz et France Vaillant, une lourde entreprise. Ce pourrait être un attaché-caisse, car s'il se définit comme un homme porteur de l'espérance, il ne fait pas mystère de son rôle au sein du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Vous pourriez nous expliquer exactement votre travail ici au sanctuaire? C'est de s'occuper de la gestion matérielle de cette maison, aussi bien au niveau, je dirais, travaux, niveau financier, personnel, organisation de la maison. Un travail énorme. Un travail énorme puisque c'est une grosse entreprise. Et l'entreprise s'agrandit. Voici le nouvel hôpital. Capacité 900 lits. Pour le sanctuaire, l'accueil des malades prime. Chaque année, ils sont 70 000. La construction d'un tel édifice n'a pas de prix, même lorsque le coût des travaux s'élève à 250 millions de francs, entièrement à la charge de l'Église. À l'intérieur du sanctuaire, on s'est toujours refusé à faire du commerce, à rentrer en concurrence avec le secteur commercial de Lourdes. Par contre, au niveau de l'hébergement des malades, seul aspect commercial que nous faisons à l'intérieur du sanctuaire, ce n'est pas du commerce. On héberge les malades à des prix le plus bas possible. Je vous signale que jusqu'ici, nous avions un prix de journée de 115 francs. Nous allons le passer à 145 dans ces nouveaux bâtiments. On est vraiment en dessous du marché d'aujourd'hui. Reste que l'Église fait des bénéfices, enfin réalise des bénéfices. Non, on fait plutôt des pertes. Et les pertes sont bouchées par les dons des pèlerins. Les dons à l'église proviennent essentiellement des cierges. Ils sont vendus en quantité impressionnante, à tel point qu'il faut patienter 6 mois en moyenne pour que son cierge soit brûlé. Ça représente à peu près 1200 cierges qui se brûlent dans les médias. C'est-à-dire par jour, 1 tonne, 1 tonne 2. 1 tonne par jour? 1 tonne 2, hein. En saison, pas l'hiver naturellement. Comme aujourd'hui, là on aura voulu à peu près 1 tonne. À peu près. Il y a une signification particulière pour vous à ça? Oui, je pense que je crois au miracle, alors je demande des grâces et je pense que j'en aurai. Oui, puis bon, c'est souvent aussi des demandes qui nous ont été faites. Mais pour tenter de comprendre l'organisation du sanctuaire, il faut avoir assisté à cela. Le congrès annuel des 400 directeurs de pèlerinage. Ce sont eux qui sont chargés d'accompagner les pèlerins de leur domicile au sanctuaire. On est toujours étonné quand on regarde les gens qui viennent passer à la grotte du temps qu'ils mettent à toucher le rocher et du sensible et même du sensuel qu'ils y mettent. Alors je crois que pour la sauvegarde et l'intérêt des pauvres gens, il faut maintenir ça essentiellement. Ici, on parle de la disposition des cierges ou des messes qui pourraient être célébrées plus tôt. À chaque fois, un seul souci, moderniser. C'est une énorme machine, mais il n'y a jamais rien d'acquis d'avance. Ce qui veut dire que tous les ans ou tous les 2 ans, il faut proposer du neuf pour que ce potentiel pèlerin puisse être toujours présent à Lourdes et soit toujours à la recherche de quelque chose. Autre casse-tête, les plannings de l'été. Dans cette salle, les groupes se réunissent par semaine de pèlerinage. Autour de la table, on tente de se mettre d'accord sur l'horaire des messes. Et même avec 60 offices par jour en 15 langues, il est difficile de se mettre d'accord. La messe à la grotte, mardi avec Barcelone. Catalan, espagnol. Attendez, vous pouvez juste un peu? Alors, Adri, à Lourdes, le sanctuaire est une entreprise qui fonctionne et plutôt bien. L'église ne s'en cache pas, elle permet aux pèlerins d'en conserver un souvenir impérissable. Des pèlerins qui génèrent un chiffre d'affaires dans la ville de 2,5 milliards de francs par an.
Les Français refont des bébés, soit ils ne sont pas contents des programmes télé, soit ils reprennent espoir en l'avenir. Toujours est-il que 96, comme 95, a été marqué par une nette reprise de la natalité. Encore plus spectaculaire, l'augmentation du nombre des mariages de plus de 10%. Selon les analystes de l'INSEE, ce retour en force de la bague au doigt s'explique surtout pour des raisons fiscales. Et pourtant, quand on aime, on ne compte pas. Reportage Philippe Visserias, Marc Mitier. On le croyait suranné, passé de mode en cette fin de XXe siècle. On se trompait. Face à l'union libre, le mariage fait son grand retour. Et pour danser, pas de problème. L'année dernière, 279 000 couples ont dit oui, soit 10% de plus qu'en 1995. Premier essaillage dans un grand magasin parisien, les futurs mariés préparent le grand jour. On se voit pas tous les jours, mais quand on se retrouve, c'est vraiment le bonheur total et du coup, on a envie de passer toute notre vie ensemble. Derrière ce romantisme vêtu de blanc se cachent des raisons plus terre à terre. L'année dernière, un certain nombre de couples vivant en concubinage ont décidé de se marier pour des raisons fiscales. Dans la loi de finances de 1996, l'amendement du député Charles-Édouard de Courson a supprimé les avantages fiscaux dont bénéficiaient jusqu'alors les couples vivant en union libre. Dans presque toutes les situations, aujourd'hui, les couples ont avantage à se marier d'un point de vue financier. Et en particulier s'il y a un grand déséquilibre de salaire ou voire si un des deux conjoints ne travaille pas, les couples mariés ont un avantage énorme puisque c'est le couple qui est imposé et ce ne sont pas les individus qui sont imposés eux-mêmes. Alors que pour les couples non mariés, il est impossible de faire une déclaration commune. Mariage de raison et mariage de passion, l'embellie de 1996 se produit après 20 ans de baisse régulière. En 1994, le mariage avait même atteint son niveau le plus bas depuis le début du siècle, en dehors des années de guerre. Il faudra donc attendre quelques années pour savoir si ce retour en grâce n'est pas seulement passager. Surprise au championnat du monde de slalom géant ce matin à Sestriere en Italie et mauvaise surprise pour le grandissime favori Alberto Tomba, champion du monde en titre, nous allons le voir, et triple champion olympique de la spécialité, manifestement dégoûté par ce tracé difficile de 61 portes, mais je préférerais qu'on le voit plutôt que moi, qui a fait au contraire le bonheur du Suisse Michael von Kreningen. Voilà, en tout cas voilà, Tomba donc vous le voyez enfin, et vous voyez cette piste, il a dégoûté, il n'a pas terminé la première manche. 6 coureurs de la première série ont été également victimes de ce tracé hécatombe, dont les Français Yann Picard et Christophe Sayoni, qui sont tous les deux tombés. Si vous avez la chance d'être en vacances à la neige, gare au ski à Tomba ouvert. Chaque année, depuis 10 ans, on recense environ 130 000 blessures. Certains accidents sont très graves. La majorité concerne des entorses aux genoux. Reportage Marie-Pierre Samitier, Frédéric Pasquette. Voici le mur suisse. Une piste réputée dangereuse à Avoria. C'est ici qu'Emmanuel s'est blessé. J'ai commencé à glisser, ça s'est plus arrêté. J'ai dû faire 300 ou 400 mètres. Ouais. De glissade, ouais, à peu près. Oui, je suis arrivée en bas de la piste. J'ai démarré la première bosse et je suis arrivée en bas. Elle est victime du traumatisme le plus fréquent au ski, une déchirure des ligaments croisés du genou. Celui-là et vraisemblablement les deux là aussi. C'est pour ça que votre genou est très instable et qu'on a besoin de l'immobiliser correctement. Plâtrée pendant 6 semaines, elle devra sans doute subir une opération. Ces entorses graves du genou, on en compte de plus en plus, selon les médecins, à cause des skis paraboliques. Elles sont en augmentation, que le risque est pour tous les skieurs, quel que soit leur niveau, que les femmes sont un peu plus touchées encore que les hommes par ce type de lésion, puisque les ligaments de la femme sont un petit peu plus mal protégés par leur musculature, pour des raisons hormonales purement. Autre blessure, cette fracture de la jambe, c'est la planche d'un surfeur qui l'a provoquée en heurtant cette skieuse. J'ai fait quelque chose comme un soleil. Un des skis, la fixation a sauté, l'autre pas. Le surfeur est tombé et est reparti. Sans s'excuser. Sans s'excuser, sans rien. 10% des accidents de ski sont dus à des collisions. Au départ des prolets, là, sous le chemin. Et ça serait certainement un bras. Reçu, c'est parti. Pour cette jeune fille blessée, comme pour d'autres, il faut appeler l'hélicoptère qui pratique en ce moment une vingtaine d'évacuations par jour dans cette vallée. Les hôpitaux de la région prennent ensuite en charge les cas les plus graves. Une grosse collision? Ouais, c'était une grosse collision. La personne allait très vite de l'autre côté? Ouais, ils allaient tous les deux très vite. Ils ralentissaient pas et donc, qu'est-ce qu'elle a, bilan? C'est un traumatisme crânien, je crois.
Faut-il le rappeler, le skieur en aval est toujours prioritaire. C'est à ceux qui sont en haut des pistes d'être prudents. Aujourd'hui, mercredi des Cendres, commence le carême, période d'abstinence de 40 jours pour plus d'1 milliard de chrétiens sur la planète. Avec le carême prend fin la grande saison des carnavals. Reportage Jean-Jacques Dufour et Jacques Grégor dans une ville très chaude, côté ambiance, sinon température, à Binche en Belgique, où la tradition remonte au XIVe siècle. Si les Bruxellois sont fiers de leur Make and Peace, les Binchois, eux, s'enorgueillissent de posséder les meilleurs et les seuls vrais Gilles de Belgique. Écoutez, c'est un vrai poème, les Gilles. Il faut d'abord aller où on les boue, et puis on va de maison en maison, voilà. Le bourrage consiste à empailler le Gilles. Ça se fait vers 4 h du matin, entre amis, et c'est le début de la fête. Avant de venir me bourrer, elle a bourré son mari, en fait, qui est déjà parti, lui. Une fois travestis, les Gilles envahissent la ville. Là, au son des tambours, pendant 24 heures, ils vont danser pour chasser les démons et enterrer l'hiver. Il faut savoir faire le Gilles, monsieur. C'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut être binchois pour faire le Gilles. Ou sinon, vous ne saurez pas le faire. D'ailleurs, vous voyez les paysans qui viennent regarder les danser, ils ne savent même pas danser. Mais le Gilles de Binche, c'est danser. Il a ça dans le sang, il n'a pas ailleurs, hein. Malgré son air débonnaire, le Gilles de Binche peut être dangereux. Les habitants le savent, pendant le carnaval, toutes les fenêtres sont grillagées. C'est nécessaire, c'est plus que nécessaire, même. C'est vraiment nécessaire, les grillages. Sinon, il n'y a plus de carreaux dans 12 heures, il n'y a plus de carreaux du tout. Pourquoi? Eh bien parce que dans la journée, d'un geste auguste, les Gilles jettent environ 300 000 oranges. C'est un des temps forts de ce carnaval qui n'est pas exportable. Et n'oubliez surtout pas que le Gilles de Binche ne se déplace jamais, hein. Jamais, jamais, jamais. Rien du tout ne se déplace, le Gilles de Binche. Parce que parfois, on nous fait représenter qu'on dit c'est le Gilles de Binche. Mais c'est pas vrai, hein, ça. Le Gilles de Binche est à Binche. Il n'y a qu'à Binche. Il n'y a qu'à Binche au monde. Binche, c'est le bout du monde. Fiers de leurs traditions ancestrales, les Binchois veulent protéger l'authenticité d'un carnaval qui est aux antipodes des animations commerciales. Ils ont raison. Cette fête est rafraîchissante comme un vent du Nord. Dernier journal vers minuit 30 en compagnie de Philippe Lefebvre. Demain à 7 h 50 dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra le fondateur de Château Vallon, Gérard Paquet. Bonne fête au Félix et très très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.